la principale qualité d'Halo 3 ODST. Un ennui maîtrisé, et pourtant totalement involontaire, car étant issu de l'annulation de ses prédécesseurs, forçant cet opus à être développé dans l'urgence, et donc à réduire son ambition. Ce qui est quelque chose que Bungie n'avait jamais connu jusqu'alors, plutôt habitué à pousser ses équipes dans ses retranchements pour que Halo soit toujours plus grand, toujours plus épique et complet à chaque itération. Or, quand vous connaissez aujourd'hui l'histoire des développements des jeux de la saga, l'ambition, bien qu'ayant été toujours leur image de marque, a aussi été leur pire ennemi, affirmant beaucoup de développeurs comme des ponts dans leur secteur, tout en dégoûtant beaucoup d'autres au vu de la vie personnelle sacrifiée sur l'autel des sorties annuelles. Et même pour le petit projet que devait être Halo 3 ODST. S'ils avaient connu de la frustration par rapport à la fin de Halo 2, jamais ils ne connaîtront autant que Halo 3 ODST va leur donner, devenant à son insu le spleen de Bungie. Les remplaçants? Comme nous tous, après tant d'années de guerre. Au moins ils écoutent. Ils m'écoutent moi, et ça ne va pas leur plaire. La première étape pour comprendre pourquoi ce jeu représente un tel spleen de la part du studio est de s'attaquer à la genèse du projet. Bungie avait pris l'habitude de développer un jeu tous les 2 ans. Du moins, Microsoft tenta d'imposer cette cadence après l'indépendance actée du studio à la sortie du 3, qui, pour que Bungie redevienne maître de son destin, dut s'acquitter de 3 dernières tâches. Produire 3 produits dans l'univers d'Halo avant de claquer définitivement la porte de la GAFAM. Ils ont au moins été épargnés de créer les 3 produits en interne, car Microsoft s'est rendu compte que le studio n'a pas les effectifs nécessaires, et ils contacteront ainsi Peter Jackson pour travailler sur le film Halo Chronicles avec sa boîte de production Wignut Films. Et pourquoi pas en faire aussi un jeu en créant la branche Wignut Interactive qui sera chapeautée par Joseph Staten pour la pré-production et la narration, ainsi que d'autres intervenants de Bungie comme Paul Berton pour superviser la direction artistique et aussi le gameplay. Mais au final, ces 2 projets seront tués dans l'œuf. Aucun compromis ne pouvait être fait. Bungie et Wignut avaient des visions arrêtées sur ce qu'était Halo. D'un côté, Jackson voulait pousser du côté des Forerunners car il aime raconter des mythes que ce peuple peut lui offrir. Et certainement que cela pourrait lui faire une adaptation pour tester ses compétences si un jour le Silmarillion, étant les contes et légendes de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien, devait être adapté par lui au cinéma. Staten avait donc commencé à contre-cœur à donner des directives sur comment une histoire devait s'axer autour de cette envie, en faisant apparaître pour la première fois le terme prométhéen, lui faisant bien plus mal qu'autre chose, car Halo n'était pas imaginé pour dévoiler sa mythologie au premier plan. Ces concessions n'auront finalement servi à rien. Car le film, tout comme le jeu qui devait en découler, n'ont jamais quitté la phase de concept, perdant l'intérêt de toutes les personnes qui ont touché au projet d'année en année. Le journaliste Joystick, travaillant pour le média Engadget, finira en 2009 d'achever la collaboration suite à une interview avec Peter Jackson. Or, en interne, ces derniers étaient déjà morts depuis milieu 2008. Et Microsoft se retrouva devant le fait accompli. Bungie ne peut pas, avec l'effectif disponible, produire dans l'urgence 2 médias pour reboucher au plus vite les 2 trous qui sont arrivés. D'une part, le plus gros des effectifs était déjà lancé sur Halo Reach depuis fin 2007 pour viser une sortie du jeu en 2010. En second lieu, beaucoup de personnel dédié aux cinématiques, à l'animation, au moodboard, au concept art étaient également pris par Reach. Et le peu étant revenu de Nouvelle-Zélande qui travaillait sur Chronicles ne pouvait constituer une équipe assez grande pour sortir un remplacement au film annulé. Staten, Cowan, O'Donnell ne pouvaient prendre à charge ce que Microsoft voulait absolument, faire du transmédia le plus possible. Frank O'Connor prit alors en charge l'un des trous apparus et le nommera Halo Legends. Fan d'anime, il propose à Microsoft de produire plusieurs courts-métrages par des grands noms de l'animation japonaise comme Mamoru Oshii, connu pour l'excellent Ghost in the Shell, ou encore Shinji Arakami pour le cultissime animé de Full Metal Alchemist Brotherhood. Halo Legends fut donc rapidement approuvé pour combler Microsoft. Mais,
Que sera le troisième? Comment une si petite équipe peut développer en seulement une année, car le jeu doit sortir en 2009, un produit à la hauteur des attentes de la GAFAM? La petite équipe devra faire au mieux avec le peu qu'ils auront à disposition. Peu de budget, de personnel, de temps, d'aide externe, mais aura au moins un avantage accélérant la production. Des niveaux entiers d'Halo 3 non finalisés, tout ce qui avait été produit pour Halo Chronicles, et une certaine expérience non négligeable de narration apprise auprès de Peter Jackson était à disposition et permis à l'équipe de se lancer rapidement à la tâche qui aboutira à la première itération de ce que deviendra Halo 3 ODST. Un DLC pour Halo 3 qui comportera les choses suivantes. 3 nouvelles maps multijoueurs, une petite campagne courte et l'ajout d'un mode Horde sous le nom de Firefight, car comme nous, les développeurs ont adoré le mode zombie de World at War, même si ces derniers diront que l'idée vient en fait d'Halo CE, quand durant la mission Truth and Reconciliation, nous devons aborder un vaisseau Covenant pour sauver le Capitaine Keyes, et durant la première pièce, des vagues d'ennemis s'enchaînent avant de pouvoir continuer la mission. Vous êtes donc libre de choisir la version que vous préférez pour la création du Firefight. It was the first one that we did that was not as Microsoft employees. We were Bungie employees at that moment, and that was really exciting. Le projet ainsi lancé, le futur fera qu'Halo 3 ODST deviendra un idéal non réalisé, mais auquel ils n'auront jamais renoncé. Une course contre la montre s'était lancée et mettra à rude épreuve les compétences de toutes les personnes qui étaient impliquées dans la tâche qui leur incombait. On en a bavé pour ça? Donne-lui des soins, tu veux? Il est important. Malgré l'ampleur de la tâche, heureusement que le jeu a pu être développé par les personnes qui semblaient être les plus chevronnées du studio à l'instant T. Que cela soit Staten et Cowan pour la narration ainsi que les cinématiques, Paul Burton pour la direction créative épaulé par Michael Hu et Justin Hayward, pour la musique et tout le sound design, O'Donnell était disponible ainsi que ses camarades de longue date, à savoir Jay Wendland et Paul Johnson. Pour les IA et gameplay et le script, Dan Miller avait déjà fait ses preuves sur Halo 3 et sera secondé par Lars Barken qui aura lui développé le multijoueur du 3. Une équipe qui en soi pouvait répondre à la taille que demandait un DLC, à cette époque du moins. On se plaçait plus dans une vision qu'avait pu connaître Half-Life 2 ou Warcraft 3 en termes de taille, et non pas de ce qu'on connaîtra plus tard avec Blood and Wine pour The Witcher 3, ainsi que Shadow of the Erdtree pour Elden Ring. Pour l'un ajoutant une suite à la campagne assez courte nommée Episode 1, et pour l'autre de Reign of Chaos à The Frozen Throne. Des DLC qui ne réinventent pas le jeu, n'ajoutent pas de nouveaux gameplay, mais des nouvelles campagnes plus ou moins courtes, et des ajouts de contenu supplémentaires pour le jeu principal, comme des maps, skins, etc. L'équipe était donc assez sereine, et trouva très rapidement le moyen qui lui permettrait de gagner beaucoup de temps. La carte non finalisée de Forerunner City de la mission éponyme coupée d'Halo 3 pourra justifier à elle seule ce DLC, car elle offre quelque chose d'incroyable, une map grande, ouverte, et donc fait rentrer le DLC dans le monde du semi-ouvert. Ensuite, pour le peupler, le choix de se porter sur les ODST fut aisément choisi. En effet, ces derniers avaient gagné un certain intérêt de la communauté depuis leur apparition dans Halo 2, juste parce qu'ils étaient stylés. Ils avaient aussi envisagé de faire le DLC sur l'Arbiteur, ou même introduire les prémices de la suite de l'histoire de Master Chief. Mais au final, les ODST seront conservés. Enfin, comme dit précédemment, le mode zombie de World at War, qui deviendra le Firefight, ne prendra pas beaucoup de temps à développer, qui au final n'était un ajout que cohérent. Dans cette période était imbibé de jeux qui comportaient également le mode Horde, comme Gears of War ou Call of Duty. Et les développeurs ont toujours rempli Halo de ce qu'ils aimaient avant tout. C'est pourquoi avec tous ces ajouts mis bout à bout, ce DLC pourrait prétendre à son statut, en étant bien sûr vendu à la moitié du prix d'Halo 3, et remplira ainsi le calendrier de sortie demandé par Microsoft, d'autant plus qu'en prenant la décision de le placer entre Halo 2 et Halo 3, il pourra ainsi jouir de l'aura de ces deux mastodontes en termes de vente. Tout roulait pour le mieux au début du développement. C'était presque des vacances, et un moment bien reposant pour revoir un peu plus sa famille, ses amis, ses conjoints ou conjointes, bien à l'opposé des précédents crunch. Sauf que cela n'a pas duré. Microsoft, voyant le DLC prendre forme de jour en jour, s'est dit que la carte est grande, nous avons de nouveaux protagonistes, un nouveau mode de jeu, même 3 nouvelles maps pour le multijoueur d'Halo 3, eh bien, nous adorons votre ambition. Et nous pensons que ce DLC peut être un jeu à part entière. Et nous pourrons ainsi le vendre au prix coûtant que mérite un jeu et également
ses développeurs. Cela ne date donc pas que d'hier que les éditeurs soient complètement déconnectés pour la plupart face au temps de développement. Mais les ordres étaient les ordres. Et avec une indépendance de nouveau acquise, Bungie ne pouvait se résoudre à briser ce contrat et s'exposer à des poursuites de la part du géant de l'informatique. Alors, la petite période de tranquillité, quand le DLC était la nomenclature en vigueur, était finie. Un jeu ne pouvait être issu de la taille d'un DLC, du manque d'ambition que ce dernier inclut. Alors de nouveau, et cette fois ne venant pas de Bungie eux-mêmes, une période de crunch était revenue, pour étendre le plus possible les idées qu'ils avaient commencé à implanter. La carte devait être plus grande, les ODST plus développés, le firefight plus fourni. Enfin, tout devait simplement être revu à la hausse, mais malheureusement ne sera jamais le cas au final. Very early on, we latched on to the concept of the nighttime city. It was always more about the silence and the mood and the ambience. Le film noir avait donc fait son apparition très tôt dans le développement du jeu, mais à savoir si elle était là vraiment depuis le début, comme susnommé dans cette foire aux questions, ou alors suite à la décision de Microsoft, est libre à interprétation. Mais en tout cas, en s'intéressant au concept art, on remarque le changement de paradigme qui a eu lieu en plein développement du jeu. Le personnage que nous incarnons dans cette histoire ne devait déambuler que durant la nuit dans la nouvelle Mombasa, et fort à parier que les missions de pleine journée n'étaient pas du tout prévues à la base, car elles marquent une rupture trop importante avec l'enquête qui a lieu pendant la nuit, et surtout le mood que le film noir impose au jeu. Ce choix de genre sera au final très bénéfique pour le jeu, car faisant gagner beaucoup de temps, amenant avec lui des archétypes de personnages bien définis et également de lieux, et surtout une emphase sur l'ambiance et les décors qui amènera cet ennui qui a parfaitement sa place, remplaçant le besoin d'avoir de l'épique et les 30 secondes de fun dans un jeu Halo, car ce dernier entre dans un nouveau genre. La fin du monde est là. Virgile, à l'aide! Personne ne se soucie d'une pauvre âme perdue. Développer une œuvre artistique dans le genre du film noir flirte bien trop souvent avec l'ennui, la fainéantise, les clichés, les plans trop contemplatifs, les enquêtes peu abouties. Enfin, quelque chose qui évoque tout ce que n'était pas Halo jusque-là. Un jeu nerveux, compétitif, sanguin, faisant appel à des surhommes, de la politique intergalactique, 30 secondes de fun. Tout ce que ne sera pas Halo 3 ADST, avec quelques exceptions par moment. Car Halo ne peut plus s'empêcher d'être Halo désormais. Les développeurs voulaient tenter quelque chose d'autre avec Halo 3 ODST. Certainement que la mise en avant de Curtis Creamer, qui a pris la place de Jason Jones en tant que directeur de production, qui était lui déjà parti sur Destiny, avait pu libérer les développeurs pour tenter quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il avait l'un des pires rôles pour le moment, car il a dû justifier auprès des médias et des fans pourquoi le simple DLC avait pris 30 € de plus. No kidding. I mean, originally the number being touted around was about 3 to 5 hours, so it's longer than that. Yeah, you can definitely spend. You know, it's tough to put an exact number on the amount of hours because. Come on. Well, people always say that, but you know, the first thing gamers are going to do is blitz through it and go, hey, Bungie, what's happening? Avec ce jeu, l'idée était de s'éloigner le plus possible des champs de bataille épiques et des messies, et de se tourner vers l'humain ainsi que des répercussions de la guerre. Pour commencer, il fallait trouver les inspirations qui transformeront la nouvelle Mombasa envahie par regret dans Halo 2 pour qu'elle devienne bien éloignée de cette version avec ses gratte-ciel, ses immenses boulevards à l'américaine et son soleil zénital qui ne laissait aucune ombre apparente. Désormais, ils vont se tourner vers des villes totalitaires et séculaires ou des lieux sordides que l'on peut voir dans Blade Runner de 1982, que l'on suppose dans Alien et que l'on ne veut pas imaginer dans Dead Space. Des villes ou des lieux plongés dans le noir, très souvent sous une pluie torrentielle ou non, remplis de panneaux publicitaires et tags en tout genre, souvent dénonçant le pouvoir en place, comme les quelques-uns que l'on peut voir à l'encontre de l'UNSC, insinuant que cette dernière aurait amené les Covenants sur Terre.
Le style étant trouvé, le choix de l'atmosphère se portera par contre sur d'autres inspirations. Et cela est certainement dû à la limitation qu'a rencontré la petite équipe, mais le calme sera roi durant la nuit. Aucune autre personne que nous, ou les quelques patrouilles Covenant, arpentent la ville. Il n'y a que les bruits de nos pas humides, du vent, des fantômes qui passent fugacement, des bâtiments en feu au loin, et de cette intelligence artificielle Virgile qui n'aura de cesse de nous guider au travers de la ville du mieux qu'il le pourra, usant des bloqueurs de route pour nous dire de faire demi-tour, faisant sortir toutes les pièces des distributeurs pour attirer notre attention, nous faisant même télécharger la carte entière de la nouvelle Mombasa pour nous indiquer le chemin, les caches d'armes si nécessaire, et les patrouilles Covenant à éviter. Le jeu nous pousse à esquiver le plus possible le combat et de profiter de la balade, en se reposant certainement sur un corpus de films noirs montrant ce genre d'escapade, mais surtout usant l'un des thèmes très souvent privilégiés, l'enquête. De Memento de Nolan aux Rivières pourpres de Kazovitz, nous ne sommes pas dans un Halo qui veut pousser le combat au cœur de son gameplay. Tout ce que nous devons faire, c'est fuir la ville et retrouver notre escouade d'ODST. Alors, ce gameplay est très basique. Il ne s'agit que de regarder la carte donnée par Virgile, d'aller à l'endroit indiqué, de trouver l'indice laissé par l'un de nos camarades, vivre le flashback donné par cet indice, puis retour avec notre protagoniste pour refaire cette même boucle jusqu'au prochain indice. Or, malgré cette simplicité de gameplay, elle est excellente parce que la ville nous écrase de tout son poids. Elle nous fait nous sentir humains, car pour une fois, nous ne sommes pas invincibles. Si les Spartans sont connus pour ne pas mourir au combat et simplement être portés disparus, ce n'est pas le cas des ODST, qui même avec le statut de force spéciale, ne peuvent rivaliser. À de grandes reprises, l'aspect labyrinthique de la nouvelle Mombasa sera bien utile pour éviter les patrouilles, les contourner, les descendre un à un. On pourra aussi se cacher au travers de la destruction, dans le noir, tenter d'abattre le plus possible d'ennemis avec nos silencieux, et avec le retour des packs de soins qui avaient disparu depuis Halo CE, étant éparpillés un peu partout, nous nous surprenons avec ce sentiment aisément donné par cet élément de gameplay de tenir un peu plus à notre personnage, et par extension, avoir plus de compassion. Nous ne pouvons battre les Covenants de plein front, ce que les habitants qui nous ont précédés dans les mêmes lieux 6 heures auparavant ont dû vivre avec l'arrivée de la flotte de regret. Des voitures retournées, des marines se défendant à chaque coin de rue, des forces de police également, et aucun cadavre de civils, car ces derniers ont certainement évacué. Une supposition que l'on peut faire au vu du nombre de voitures abandonnées, et qui sera confirmée par un autre ajout, les livres audio, des collectibles, ou des patounes si vous préférez. Des éléments annexes pas du tout essentiels pour comprendre l'histoire que la ville a à nous offrir, hormis pour un certain moment, et qui permettent en plus de remplir nos moments de marche silencieuse au travers de la ville, en permettant d'être écoutés librement sans devoir rester sur leur menu dédié. Une histoire totalement annexe, écrite par le studio Fourth Wall et Joseph Staten, qui retrace les événements des civils que nous ne voyons pas en prenant le point de vue de Sadie, cherchant à sauver son père enfermé au cœur de la ville envahie. Bungie s'essaye ainsi au monde ouvert avec ses choix. Un monde qui doit respirer de lui-même, non pas par les dialogues et la mise en scène, mais par le fameux show don't tell, terme cinématographique qui permet de ne pas prendre les spectateurs et spectatrices pour des idiots en leur expliquant par le dialogue à tout va ce qu'il se passe à l'écran, mais en se basant sur la libre interprétation de chacun et chacune, en présentant différentes scénettes qui auront plus ou moins d'impact selon la sensibilité de tous. Et ainsi, l'ennui devient nécessaire. Marcher durant 5 minutes, puis tomber sur une scène où deux rapaces dévorent un humain dans une pièce plongée dans le noir a bien plus d'impact que si nous sortions d'un combat. Nous pouvons enfin avoir bien plus d'attention sur les détails que les développeurs ont mis dans Halo, et ce, depuis le début. Jusqu'à même s'adonner à admirer la destruction au loin sous le calme qu'inspirent les accords de saxophone, bénissant les Belges pour avoir breveté cet instrument, qui se marie si bien dans l'atmosphère propre à la nouvelle Mombasa. Le jazz est évidemment l'influence la plus prononcée dans les compositions de Martin et Michel, étant un genre musical connu et reconnu pour transmettre facilement les émotions voulues, tant la virtuosité de ces musiciens n'est plus à démontrer. Mais on peut aussi dénicher les idées dans le genre de musique instrumentale. Alors non pas ce que vous pouvez entendre dans les ascenseurs ou boutiques de vêtements plus communément regroupés sous le genre Muzak, étant issu de la société américaine du même nom ayant fait des études sur ce genre de musique pour améliorer la productivité des employés dans les années 50, mais plus sur le genre symphonique,
voire même, pour certains titres comme Deference for Darkness, à la musique de chambre, avec une réduction conséquente de l'orchestre, se retrouvant qu'avec 2 à 4 instruments. Bien évidemment en conservant le piano à chaque fois, mais cela permet aussi d'appuyer cette thématique de solitude et d'humanité que le jeu veut nous transmettre. Sombre, mystérieuse, calme, reposante, contemplative et bien plus humaine que tout ce que nous avons traversé jusqu'alors. Des qualificatifs qui vont aussi indubitablement affecter tous les personnages qui vont déambuler en son sein. Des crétins ont détruit le bâtiment en haut de la gaine et réveillé les saints. Hé, le bleu, t'es là? T'inquiète, le bleu, il a rien contre toi. C'est vous? J'ai cru. Halo 3 ODST n'a pas pour mission d'être aussi épique que ses prédécesseurs, et ainsi avoir une histoire qui portera aisément ses personnages qui ne feront qu'enchaîner les événements plus qu'autre chose, passant d'une scène épique à l'autre, et où peu de besoin de les développer sera nécessaire. Par exemple, dans les précédents jeux, John est simplement badass et toujours prêt au combat. Cortana, la personne à tout faire et à planifier. L'Arbiter, le Shanghae trahi et rebelle. Johnson, le comic relief. Miranda Keyes, la copie conforme de son père. Mais rien de bien personnel ni de profond. Ce ne sont que des effleurements des développements qu'ils pourront connaître dans l'univers étendu avec l'accès à leurs pensées, qui à vrai dire n'avaient jamais été trop nécessaires jusque-là pour que les fans apprécient ces personnages en premier lieu. On se rappelle aussi que la première tentative de développer un personnage en particulier, à savoir l'Arbiter durant Halo 2, aura un impact assez triste sur une partie de la communauté de développeurs qui s'en foutaient et n'en voulaient pas, expliquant un peu plus sa mise au placard dans le 3. Avec ODST, cette envie est revenue de développer. Et comme dira Joseph Staten, let's do the ODST and give him a new, maybe from a new perspective. Everybody's seen him in Halo 2 and Halo 3, mysterious soldier in dark armor. But we really never got inside the armor and talked about who the ODSTs were. Pour cela, il faudra que les personnages soient au centre de l'attention et portent l'histoire, car cette dernière est assez facile à résumer. Nous nous retrouvons en 2552. Au moment où la flotte du prophète Regret est arrivée sur Terre en ne s'attendant pas à trouver l'humanité ici. Information qui a pu être cachée à son insu par Vérité, mais cela est une autre histoire. Ainsi, son vaisseau s'est positionné au-dessus de la ville de la Nouvelle Mombasa et devient donc une cible prioritaire. Master Chief partira de son côté en ville pour éliminer toute menace au sol et l'abordage est donné aux forces spéciales de l'UNSC, les fameux ODST ou ASCO dans la localisation française. Or, rejoint par l'agent de l'ONI et dans le bureau des secrets dans Halo, Veronica Dare, l'escouade dirigée par Bug sera déviée de la mission d'abordage pour retrouver un élément important qui se serait perdu au centre de données de la ville hébergeant le superintendant qui régit cette dernière. Mais le vaisseau de Regret en profitera pour sauter vers une destination inconnue, qui nous savons qu'il échouera auprès de Halo Delta, forçant ainsi toute l'équipe composée de John, Miranda et Johnson à suivre le vaisseau pour éviter de se prendre de plein fouet le souffle qui résulte d'un tel saut. Les ODST, eux, se le prendront en pleine face et seront ainsi dispersés. La mission change alors. Il ne s'agit alors plus que de retrouver notre escouade qui s'est rassemblée de jour, alors que nous, incarnant la nouvelle recrue, le bleu, nous nous réveillons de nuit pour enquêter et retrouver l'escouade, avec également l'asset que Dare voulait trouver à l'insu des ODST et de Buck, pour au final l'évacuer et quitter le plus rapidement la ville. Une histoire sommaire, sans aucune fréoriture ni complication, à l'image des films noirs dont l'esthétisme s'inspire, mais aussi à l'image de son texte déroulant nous l'introduisant. Le jeu nous dit d'emblée qu'il n'est pas là pour son histoire, mais pour son atmosphère et ses personnages, qui découleront tous de ce que le cinéma et les romans ont fait de mieux avant 2009. Tout d'abord, les archétypes du film noir sont présents. L'histoire d'amour sulfureuse qui n'amène que des ennuis, le sarcasme cinglant, les corrompus, les dépressifs, la dénonciation des autorités, bien que pour certains de ces thèmes, ils seront au final peu développés, au profit de l'histoire d'amour, car il n'y avait juste pas de place pour qu'ils le soient. Ce qui fera que les personnages seront très caricaturaux, avec quelques mimiques pour faire au mieux avec le peu de temps de parole qu'ils auront. Mais ils vont quand même réussir à les rendre attachants.
deux personnages furent facilement créés, à savoir Buck et Dare. En effet, l'équipe, étant fan de séries de science-fiction, ont facilement calqué deux personnages issus de ces dernières pour créer ce qui peut être qualifié comme les deux vrais protagonistes de l'histoire. Buck sera copié-collé du capitaine du vaisseau Malcolm Reynolds de la série Firefly de 2002, une personne ne se souciant que de son équipage, pince sans rire tout en étant tiraillé entre devoir et sentiment. Description qui colle à Buck dans son ensemble, allant jusqu'à même prendre l'acteur Nathan Fillion de la série pour lui prêter sa voix ainsi que son visage pour créer le chef d'escouade. Dare de son côté obtiendra les traits et la voix de l'actrice Tricia Helfer, incarnant numéro 6 dans Battlestar Galactica. Étant un membre de la race des Cylons, ayant acquis une forme organique se rapprochant des humains et pouvant ainsi les infiltrer aisément. Numéro 6 est alors autant une séductrice que dangereuse et regorge de secrets. Dare est ainsi son équivalent au service de l'ONI, infiltrant l'escouade de Buck pour accomplir une mission secrète en prenant le commandement à son insu. Ils sont les personnages principaux de cette histoire. Surtout quand Halo reste fidèle à lui-même. En guise de coquille pour mener l'enquête de nuit, nous incarnons le bleu, fraîchement arrivé dans l'escouade pour remplacer les précédentes pertes de Buck, qui sont certainement issues de son précédent champ de bataille, à savoir la planète Reach. Le bleu ne prononce aucune parole, et il n'est là que pour nous permettre d'avoir une raison d'assister à ces relations humaines, et surtout pour éviter une critique que pouvaient avoir les fans de la saga, à savoir « Ne faites pas parler Master Chief ». Le 3 avait été un peu trop loin dans son développement et ses émotions. Nous étions toujours dans la mode des personnages incarnés par le joueur plus ou moins muet. Isaac Clarke, Link, Shell. L'envie du moment n'était pas de développer celui ou celle que l'on incarne, mais le monde autour. Ainsi, tous les événements tourneront autour de la relation tumultueuse entre Buck et Dare. Les autres DST seront affectés qu'ils le veuillent ou non des décisions des deux chefs. Roméo, l'espiègle de la bande, sera l'un des seuls à remettre en cause la survie de l'escouade tout entière pour sauver Dare. On en a bavé pour ça? Donne-lui des soins, tu veux? Il sait des choses. Chef. C'est pas de l'extraterrestre que je parlais. Pour Dutch, le fervent dur, et Mickey, le démolisseur, ils n'auront pas la joie de profiter de plus de développement que ça, car le jeu ne tourne pas autour d'eux. Ils ne serviront qu'à remplir une fonction, servir de défoulement durant les flashbacks que le bleu active en retrouvant les indices qu'ils ont laissés. Tout le message du jeu ne passera que par l'intermédiaire de la relation tumultueuse en répondant à cette question. Qu'est-ce que ça fait d'être un humain dans un tel environnement de mort et de destruction constant? Comme beaucoup d'autres œuvres qui ont tenté de répondre à cette question, Halo 3 ODST montrera que c'est dans ces moments-là que l'humanité est la plus humaine au possible, autant dans ses qualités que ses défauts, et ce, au travers de ses personnages. Passer de la compassion à la camaraderie, au fait que nous ne sommes cette fois-ci pas un Spartan légendaire, mais un simple humain qui devra le plus possible se faire discret, compter sur les autres membres de son escouade, travailler de concert avec les marines, voire même les laisser prendre les commandes par moments, appeler à l'aide tout simplement. Puis, arriver à l'indifférence, la corruption, entendre l'égoïsme quand on ne veut sauver que sa vie, jusqu'à devenir un être abject capable de viol sur une pauvre âme cherchant son père en plein milieu d'une invasion, pour au final se concentrer sur l'importance de tendre la main vers autrui, même quand nous sommes face à quelque chose que nous ne comprenons pas. Car même si aux premiers abords les Covenants semblent être hermétiques à toute communication avec les humains, certains d'entre eux sont forcés de l'être, à l'image de l'ingénieur que Dare voulait absolument sauver et en prendre soin, au vu des informations qu'il pourrait receler sur les Covenants. Prendre soin des autres, c'est ce qu'ils ont voulu nous raconter principalement. Ses amis, sa famille, ses amours, voire même tout le monde à l'image de Virgile, qui n'aura de cesse de protéger chaque personne présente, et en particulier Sadie, étant l'une de ses sous-directives rajoutées par son créateur, le père de cette dernière. Il est alors fort dommage que l'idée d'avoir des élites encore en vie, se battant contre des brutes dans les ruelles à la suite du schisme, jusqu'à rejoindre le combat avec les ODST et les marines comme ce que Halo 3 avait présenté, ait été annulée. Seuls leurs cadavres sont tout ce qu'il reste de cette dernière représentation du thème principal du jeu. Un humain doit compter sur les autres et en prendre soin. Et même assailli par une fatalité qui a le pouvoir de vitrifier toute une planète entière, même face à un tel désespoir, il y a toujours un idéal en tendant la main vers les autres. Allowing the player to step into the shoes of all of these different characters in the squad makes this a game about what happens to that squad. It's hard to create not just characters, but then give them a relationship. That's even tougher.
La ville, même plongée dans le noir et la désolation, sera l'endroit le plus humain jamais parcouru depuis le début de la saga. Cependant, bien que l'atmosphère et les personnages remplissent parfaitement leur rôle pour évoquer ce thème, le fait que cela soit un jeu Halo sera l'une des principales critiques que rencontrera le jeu à sa sortie du 22 septembre 2009. Si vous ne vous êtes pas planqué toute la nuit, c'est que vous savez ce que vous faites. Montrez-moi. Des effets de lumière catastrophiques qui régressent incroyablement la qualité graphique que le jeu a. Et le problème majeur, c'est qu'on ne peut même pas voir cette direction artistique car elle est tout le temps dans l'ombre. Halo ODST est à chier. Un jeu à 60 balles pour simplement 3 nouvelles maps multijoueurs qui seront gratuits dans 2 mois et juste 5 heures de campagne, c'est vraiment pas cool de la part de Bungie. La campagne était bien trop courte. L'histoire principale était inintéressante au possible. Tous les membres de l'escouade étaient tellement débiles par moments. Et surtout, le problème c'est qu'à la fin, on a l'impression d'avoir rien fait, rien accompli. Tu fais que, partir. C'est tout. Et la musique, la musique sonnait vraiment comme un film porno des années 80, c'était ridicule. Hey, Buck. Yes, babe. I think I'm ready. You know, to have Virgil. Effectivement, le jeu était bien loin de faire l'unanimité à sa sortie. Si aujourd'hui il est reconnu par beaucoup comme étant spécial et appelant à une suite, à l'époque, beaucoup n'y voyaient qu'un sous-Halo, auquel beaucoup de choses avaient été amputées pour aucune raison, tout en ayant le culot d'être au même prix qu'un des jeux principaux, alors qu'il ne devait être qu'un DLC. La campagne se finit en tout et pour tout en 3-4 heures maximum. Le personnage que l'on incarne est bien plus faible que John, devant de nouveau courir après les packs de soins, étant un gameplay qui était déjà considéré comme faisant partie des FPS à papa. N'avait pas d'akimbo, élément enlevé pour représenter la différence entre un Spartan et un humain standard officiellement, mais qui fut en fait supprimé car un des développeurs n'aimait pas cette fonctionnalité officieusement. Des nouvelles armes inefficaces pour la fonction phare du jeu, l'infiltration, élément qui a été repris de la même mission ayant donné l'envie du firefight aux développeurs d'Halo CE, sauf qu'elle sera tout autant limitée que l'original. Les armes soi-disant silencieuses ne marchent pas. Les Covenants vous entendront quoi qu'il arrive, encore plus si vous loupez par inadvertance votre assassinat en frappant dans le vide. Le Firefight a été bien reçu, mais c'est un mode de jeu qui deviendra surtout populaire avec Halo Reach, car beaucoup de personnes n'ont pas acheté ce jeu, qu'ils qualifiaient de trop cher pour ce qu'il offrait, même avec l'option d'incarner Johnson en Firefight si vous précommandez le jeu. Et surtout, beaucoup sont totalement restés de marbre face au genre du film noir, jusqu'à remettre en question les phases de nuit avec le bleu, et accueillant à bras ouverts les flashbacks bien plus épiques et mouvementés, mais du coup montrent les concessions que les développeurs ont dû faire avec ODST par rapport à ce qu'est Halo, mettant ainsi en conflit l'habitude des joueurs d'Halo pour un gameplay vieux de 3 jeux, avec un nouveau qui n'est même pas fini, voire qui a été volontairement hybride pour minimiser les frustrations. Par exemple, tout l'arsenal d'Halo 3 sera présent, sauf pour vous. Vous n'aurez pas moyen d'utiliser les équipements pour aucune raison valide. Le jeu aussi ne donne aucune raison de le parcourir en mode infiltration, sauf si vous voulez accomplir quelques hauts faits ou les gamer tags pour vous donner envie de platiner le jeu. Et pourtant, plein de détails veulent vous pousser à avoir pour une fois peur des Covenants. Entre les drones qui dévorent des cadavres par endroits, des nouvelles animations données aux grognards et rapaces pour les rendre plus intimidants et tactiques, les nouveaux grades chez les Covenants avec leurs toutes nouvelles couleurs bien intimidantes, comme le rouge pour les majeurs, le doré pour les ultras, le retour des cinématiques en jeu, qui pour la grande majorité montrent souvent la puissance des Covenants. Même la teneur des missions à effectuer durant les flashbacks oriente l'humanité vers une attitude défensive et de terre brûlée. Car nous sommes dans la période de la défaite, de la débâcle de l'UNSC qui ne sait pas vaincre pour de bon les Covenants, et se retrouve donc à fuir le plus possible. Maintenant, le seul truc qui m'intéresse, c'est sortir mes gars de cette ville. Toi y compris. L'idée de produire pour la première fois un espace aussi ouvert, faisant entrer le jeu dans le monde du semi-ouvert, est l'élément principal qui permet de faire ressentir cette peur des Covenants. Voir sur la carte toutes les patrouilles et les différentes routes pour les embusquer est génial, mais là encore, cela ne va pas plus loin que ça. Surtout que dans un souci de ne pas saouler les joueurs avec l'utilisation d'une carte et de devoir appuyer sur un bouton pour y accéder, les objectifs sont automatiquement indiqués sur votre HUD au retour des flashbacks. Le jeu, au final,
ne sait pas sur quel pied danser. On sent bien dans quelle direction ce dernier voulait aller. Les inspirations à la fois cinématographiques et d'autres jeux vidéo. Non pas que ce dernier aurait dû être un Splinter Cell ou Metal Gear, cela reste un FPS avant tout, mais le genre de FPS à la Halo est le frein principal de ce qu'il aurait dû être. Les développeurs n'avaient juste pas le temps nécessaire pour développer une boucle de gameplay complète et se reportèrent donc pour combler les trous avec ce qu'ils savaient déjà faire depuis désormais presque 10 ans. Est-ce qu'au moins elle vous a dit ce qu'elle voulait? Non. Jamais. Un jeu que l'on peut aisément qualifier de non abouti, ayant plein d'éléments qui n'auront pas été achevés par l'équipe, rendant le tout triste et frustrant. Car on peut toucher du doigt ce que le bleu aurait dû nous faire ressentir. Ce dernier étant le roi d'une ville pluvieuse, si riche mais totalement impuissant face au gameplay absent. Et c'est alors que, pour une fois, les niveaux de difficulté permettent d'expérimenter le jeu tel le film noir qu'il est. Passer de normal à héroïque ou même légendaire, et tout le gameplay d'un Halo transposé à de simples humains prend sens. L'absence de radar de proximité justifie l'utilisation de la carte et de ses points rouges à éviter, ainsi que des caches d'armes à rechercher. La fragilité de notre personnage fait émerger pour la première fois des envies de laisser les Marines aux commandes, de les équiper au mieux et d'en sauver le maximum si possible pour rendre la suite des missions plus facile. On peut même monter en passager sur les Scorpions si jamais on veut pousser cette envie encore plus loin. Les ombres, le silence, les détours seront enfin nos amis, faisant ainsi à la fois honneur aux possibilités de contournement offerts, mais aussi, avec l'exploration que l'on effectue en cherchant différents chemins d'approche, à l'histoire sous-jacente de Sadie, de son père et de Virgile, qui, sans ça, ne serait que 2-3 brides de l'histoire que l'on aurait écoutées en normal, mais devient ainsi toute une saga avec 30 audiologues pour nous accompagner durant notre randonnée, jusqu'à nous récompenser en modifiant la cinématique où Der et le Bleu trouvent l'ingénieur à sauver, et nous apporte un événement unique à Halo, notre premier ennemi humain, un policier corrompu ayant eu pour mission de descendre le père de Sadie Andesha, d'éliminer l'ingénieur et de voler les données du superintendant tout en ne laissant aucune trace. Donc quand on suit ce dernier dans la pièce où le corps de Daniel Andesha gît, se faisant ainsi prendre la main dans le sac, ce dernier attaque l'ODST. Après l'avoir exécuté, Virgile finit même par se moquer du policier en disant que le crime ne paie pas. Mais cet événement n'est possible que si l'on prend le temps d'explorer la ville en entier. Nous avons aussi de nouveaux droits aux cinématiques qui se modifient légèrement selon la difficulté ou si l'on arrive avec tel ou tel véhicule, aux phrases qui changent comme durant la séquence de parachutage, les caveman présents, les différents lieux interconnectés, et en prenant ainsi le temps d'explorer tous ces détails, les relations dans le jeu deviennent plus attachantes et réelles, car on s'attarde bien plus pour les savourer. Prendre du temps nous fera endosser bien plus le rôle de l'enquêteur que l'équipe voulait, à la fois pour les missions mais aussi tout ce qui gravite autour des easter eggs. De l'allégorie incroyable que la nouvelle Mombasa n'est qu'une représentation de la divine comédie de Dante, surtout au travers de l'histoire de Sadie, où l'on assiste à Dante se faisant guider par le poète romain Virgile au travers des différents cercles des enfers jusqu'au cercle 9, et bien le cercle 9 dans Halo 3 ODST est l'endroit où le bleu tue le policier corrompu qui a accompli le dernier des péchés, à savoir la trahison. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cette excellente vidéo qui étale toute cette belle allégorie véridique. Nous remarquons aussi plein d'autres détails amusants. Les pièces de monnaie à l'effigie de Jason Jones, les glyphes énigmatiques qui auront demandé plus de 20 ans à la communauté d'en déceler leur mystère avant que Marty O'Donnell dise que ce n'était qu'un simple délire en fait, quelque chose qui servirait simplement à faire parler les fans et à développer des théories et donc à faire perdurer le jeu dans le temps. Et tous ces easter eggs nous poussent vraiment à prendre son temps et à plus utiliser l'observation et l'ouïe jusqu'à se perdre par moments dans une contemplation nostalgique. Même la campagne marketing est tournée vers cette thématique, plus froide et sombre, orientée vers l'ODST et sa petitesse. Nous avons même accès à plus de développement de personnages avec ses interrogatoires, vu que le jeu fait peu en ce sens, surtout envers Roméo, Dutch, Mickey et le Bleu.
Bien dommage que cette section de jeu ne soit accessible qu'avec ses paramètres, qu'avec le fait de décider de prendre son temps. Et avec cet état d'esprit en tête, on se rend compte que le jeu est en fait une première ébauche pour un idéal que deviendra Halo Reach, qui arrivera avec brio à mélanger les genres développés par Bungie. Mais Halo 3 ODST aura au moins pour lui l'envie d'avoir voulu tenter quelque chose. Il aura réussi à imposer une atmosphère qui, même si elle n'était pas appréciée à ses débuts, vieillira comme du bon vin et permettra aux joueurs du futur, recherchant des expériences plus calmes et intimes, de profiter pleinement de cette atmosphère si différente de la nervosité qu'Halo connaissait dernièrement. Du 4 jusqu'à Infinite, pas de super soldats ou de messie désormais. Juste des hommes et des femmes qui s'entraident du mieux qu'ils le peuvent avec leurs limitations, leurs fragilités, rendant ce groupe bien plus humain et palpable que tous les autres jusqu'à présent. Et la meilleure façon de résumer Halo 3 ODST est très simple. Il s'agit simplement du spleen de Bungie. Mais et toi? Et nous deux alors? Gagne cette guerre et repose-moi cette question. Hood vous a donné l'autorisation, mais c'est mon opération et c'est à moi de le faire. Nous n'en avons qu'un seul. C'est très délicat. Ne vous en faites pas. Je sais parler aux aliens. Ainsi se termine le jeu, une ébauche de ce que deviendra Halo Reach. Un manque flagrant de temps accordé au développement et de ressources allouées à la petite équipe rassemblée dans l'urgence. Je crois que le mieux pour résumer ce que fut ce projet est de paraphraser l'un des commentaires que Martin O'Donnell posa sous l'une des vidéos de la chaîne Frogarchist, youtubeur américain parlant exclusivement de l'univers d'Halo. Martin résume parfaitement ce qui a été dit dans cette vidéo, du deal acté d'indépendance avec Microsoft en échange de la création de plusieurs autres Halo, de l'idée de faire une extension à Halo 3 avec les ODST approuvés encore par Microsoft, de l'ajout de Paul Burton et de Joseph Staten sur le projet rapatrié en urgence suite à la débâcle avec Peter Jackson, mais vraisemblablement un antagoniste fit son apparition à cette période. Quelqu'un qui joua avec les désirs de l'équipe, faisant des promesses pour ensuite annuler leur annonce à la dernière minute à l'E3. Quelqu'un qui avait un comportement qui commençait déjà à gangréner l'industrie du jeu vidéo depuis quelques temps, l'avidité. Sans leur accord ni leur avis, cette personne décida d'elle-même d'élever le prix d'Halo 3 ODST de 30 $ à 60. Mais le pire dans tout ça, c'est que peu de personnes chez Bungie ne semblaient vraiment outrées de ce fourvoiement que Microsoft Studios fit avec Halo 3 ODST. En effet, Bungie allait pouvoir se faire plus d'argent avec les ventes car le deal était avantageux. Alors personne n'a vraiment pris les devants pour protester contre ce choix. Ni Staten, ni O'Donnell, ni Burton, ni aucune autre tête dirigeante. Amenant ainsi à la release du jeu au 29 septembre 2009, qui deviendra l'un des premiers de cette époque, bien loin des standards que 60 $ promettaient. Malgré tout, ils auront tenté jusqu'au bout de pallier les manques, en étant plus ambitieux avec les personnages et l'ambiance, et en tentant également un genre qui était tout nouveau pour eux. Désormais, vous savez tout. Navré du retard qu'a pris la vidéo et je vous remercie amplement de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bien sûr pour la prochaine qui arrivera dans le courant du mois ou alors dans le courant du mois prochain. Je vous fais plein de bisous, pensez à la liker, à la partager, à commenter bien sûr pour tout ce qui est référencement et pour me soutenir. Et on se retrouve pour la prochaine. Encore une fois, désolé, prenez soin de vous et j'espère que vous passez déjà un très bon début d'année.